Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Réconcilier les mémoires et dessiner un avenir meilleur entre la République démocratique du Congo et la Belgique, c'est l'un des défis que devrait relever Philippe. Le roi des Belges est à Kinshasa depuis ce mardi. Il s'agit de sa toute première visite officielle dans le pays. 2 ans à partir du 26 mars dernier, c'est la durée de la transition fixée par la junte au pouvoir à Bamako. L'annonce, qualifiée de surprise par beaucoup, a été faite hier par le colonel Assimi Goïta. Et puis, à la fin de ce journal, nous retrouvons Kofi Olomide dans une interview exclusive accordée à VO Afrique. Le grand Mopao évoque plusieurs sujets, dont ses rapports avec les femmes et bien sûr sa carrière. Il y a 1 an, le colonel Assimi Goïta prêtait serment à Bamako, quelques jours après avoir renversé la transition dirigée par Bandao. Depuis, plusieurs événements ont marqué cette transition, notamment la brouille diplomatique avec Paris, mais aussi les sanctions économiques de la CEDEAO suite à la volonté de la junte de prolonger son bail. Le président malien a, dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, fixé un nouveau délai pour la fin de la transition, qui est de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Cela intervient au moment où les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de maintenir l'embargo qui frappe le Mali jusqu'à la date du prochain sommet, soit le 3 juillet 2022, comme nous le rappelle Mokhtar Bari. En proie avec une CEDEAO qui tenait à une transition courte, décide de proroger leur bail de 24 mois à compter du 26 mars 2022. La décision qui a été prise de reporter ou bien de prolonger la transition, moi je pense que ça peut quand même être une nouvelle fenêtre qui est ouverte pour négocier. Là, vous vous souvenez, on avait mis un peu la barre un peu très haut en disant que c'était 5 ans. Désormais, on a revu le délai à 24 mois et 2 mois ont été déjà consommés. Donc, je crois que la CEDEAO pourrait aussi faire quelques concessions. Un anniversaire qui intervient au lendemain du sommet d'Accra, où les sanctions contre le Mali ont été maintenues. Cette décision, moi, je qualifie que ce n'est pas humain. Parce que ce n'est pas le Mali seulement qui a un problème de la sanction. Tout notre entourage, il y a des problèmes de sanctions. Tout le monde est fatigué, ce n'est pas seulement le Mali. La sous-région va en souffrir. Ce n'est pas que le Mali qui va en souffrir, ça c'est sûr. On a les preuves. Et ils avaient prédit qu'on allait faire cesser dans 3 semaines. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc ça veut dire qu'ils ont plus intérêt à lever ces sanctions que nous. S'ils veulent nous punir, ben allez-y, on va soutenir notre régime et puis voilà quoi. En attendant le prochain épisode entre la CEDEAO et le Mali, l'embargo n'est pas sans conséquence pour le Mali, qui connaît une flambée des prix des denrées de première nécessité. Cette flambée est aussi ressentie chez certains voisins du Mali, tels que le Sénégal. Mokhtar Bari pour VO Afrique, Bamako. Au Nigeria, plus de 2300 délégués membres du parti au pouvoir sont réunis ce mardi à Abuja, où le Congrès des progressistes organise sa primaire en vue de désigner son candidat pour la présidentielle de 2023. À Eagle Square, au lieu de la primaire, des centaines de militants portant les couleurs du parti, vert, blanc, rouge, se sont massés dès le matin le long des avenues, agitant des drapeaux dans l'attente de l'arrivée des délégués et membres influents de l'APC. Parmi les principaux candidats engagés dans cette primaire figurent notamment le chef historique du parti, Bola Tinubu, ou encore l'actuel vice-président Yemi Osinbajo.
Le roi des Belges, son épouse Mathilde et une délégation gouvernementale sont arrivés à Kinshasa pour la première visite officielle du roi Philippe en RD Congo sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Cette visite royale, la première depuis celle en 2010 d'Albert II, père de Philippe, a été 2 fois reportée en 2020 et en début de cette année. Yacouba Ouedraogo fait le point. Cette visite du roi des Belges comprendra 3 étapes. Kinshasa d'abord, avec notamment une visite mercredi au musée national et un discours sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Lubumbashi ensuite dans le sud-est minier et enfin Bukavu dans l'est, région en proie depuis près de 3 décennies aux violences de groupes armés. Le roi Philippe va y visiter la clinique du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dans la capitale Kinshasa, les avis sont partagés sur cette visite royale. Je suis très content de sa visite parce que le pays va mal depuis le départ des Belges. On ne comprend plus rien. Je me demande si sa visite sera productive. Dans tous les cas, nous lui souhaitons la bienvenue. Je souhaite que notre président s'occupe de ce qui est important pour les Congolais au lieu de créer des dépenses inutiles en évitant le couple royal. Nous avons des choses importantes à régler ici, comme l'enseignement gratuit. Les enseignants ne sont pas bien payés, mais le président préfère inviter le roi des Belges pour faire quoi? Pour nous piller à nouveau? On estime que des millions de Congolais sont morts entre 1885 et 1908 après que le roi de Belgique, Léopold II, a déclaré le pays sa propriété personnelle. Le Congo a ensuite été une colonie belge pendant 52 ans. En 2020, le roi Philippe a exprimé ses profonds regrets pour les souffrances et humiliations infligées au Congo pendant 75 ans de domination belge, insuffisant pour certains. En tant que Congolais, je peux dire soyez la bienvenue, Sa Majesté, en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, ayez quand même le courage de dire pardon aux Congolais. Un simple regret que vous avez exprimé ne suffit pas. Le Congo a accédé à l'indépendance en 1960. Lors de la déclaration d'indépendance, le roi Baudouin de Belgique a loué le génie de Léopold II. Constitue l'aboutissement. Le premier ministre congolais de l'époque, Patrice Lumumba, a dénoncé le régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation de la Belgique. Quelques mois plus tard, il a été assassiné, un meurtre dont le gouvernement belge a pris une part de responsabilité en 2002. Une dent aurait été prise par un policier belge qui a affirmé dans un documentaire avoir dissous une grande partie du corps de Lumumba dans de l'acide et brûlé le reste. S'il y a une chose vraiment très importante à laquelle nous nous attendons, c'est qu'il nous ramène les reliques de Patrice Emery Lumumba, tel que promis. Là, ça c'est notre attente. Une cérémonie de remise de ces restes est prévue bientôt à Bruxelles. Et pour une analyse de cette visite du roi belge en RDC, accueillons tout de suite Henri Désiré Nzouzi. Il est journaliste et analyste politique. Vous nous répondez de Bruxelles en Belgique. Je vous croyais dans la suite de la délégation du roi belge. Henri Désiré, bonsoir. Bonsoir, cher John. Non, malheureusement, j'ai d'autres engagements qui m'ont contraint de revenir sur Bruxelles. Voilà. Alors, que représente la visite du roi belge en RDC en ce moment, surtout quand des voix s'élèvent pour dénoncer les abus commis dans ce pays par la Belgique à l'époque coloniale? Alors, il faut d'emblée préciser que la dernière visite royale remonte à 2010. C'était à l'occasion du 50e de l'accession de la RDC à la souveraineté internationale en RDC. Et maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, je crois qu'il y a 2 dynamiques qui sont menées de manière tout à fait parallèle. La première, c'est qu'il y a effectivement depuis quelque temps, depuis l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que chef d'État, un réchauffement manifeste des relations entre Kinshasa
et Bruxelles. Il faut rappeler que les relations n'étaient pas très bonnes avec l'ancien président. Et ce réchauffement s'est traduit par des actes forts ces derniers mois notamment, puisqu'on a vu plusieurs missions économiques ou ministérielles être réalisées pour pouvoir consolider ou en tout cas conforter le réchauffement de ces relations. Et à côté de ça, une autre dynamique qui est beaucoup plus en rapport avec le devoir de mémoire et la nécessité, notamment pour la RDC et la Belgique, de pouvoir au moins tenter de solder leurs comptes de ce point de vue-là. En Belgique, on a vu notamment, vous l'avez évoqué, il y a de cela 2 ans, les regrets qui ont été exprimés par le souverain belge, regrets qui n'ont pas été jugés suffisants, et qui aujourd'hui pourraient aboutir à des excuses, mais cela n'est pas du tout garanti dans la mesure où il y a encore un travail qui doit être réalisé à ce niveau-là. Un travail qui doit être réalisé. Alors, le roi Léopold II est parmi ceux qui sont le plus pointés du doigt pour des exactions commises durant la période coloniale. Des meurtres ont été commis et l'un des symboles lors de ce voyage, on le disait, c'est la restitution d'une dent, une relique de ce qu'on dit être resté du corps de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais. Avec ce voyage, pourra-t-on s'attendre à ce que lumière soit finalement faite sur cet assassinat? Alors, d'abord, il faut préciser que la restitution de cette relique se fera le 20 juin à Bruxelles. Ce sera d'abord en petit comité avec la famille restreinte de Patrice Emery Lumumba. Ensuite, il y aura une partie officielle, solennelle, où effectivement la restitution sera actée. Maintenant, pour le reste, il faut bien évidemment, j'allais dire, laisser aux 2 gouvernements, mais aussi aux sociétés civiles respectives, de pouvoir travailler sur une manière, de pouvoir de manière définitive rendre nos relations apaisées. Mais il est clair que pour bâtir des relations futures qui soient apaisées, il faut regarder le passé avec courage et dire les choses telles qu'elles sont, sans tabou et avec courage. Vraiment, très rapidement, Henri, au-delà de l'histoire et des réparations ou des excuses attendues, quels sont les axes de coopération qui peuvent être développés ou renforcés entre les 2 pays? Alors, au-delà du réchauffement des relations, cela fait maintenant quand même quelques années que l'on voit un certain nombre de projets importants d'intérêt général au niveau de la coopération se développer, aussi bien au niveau des infrastructures, au niveau économique, au niveau commercial, au niveau des sociétés civiles, puisque là aussi, il existe des convergences sur la manière de vue entre les 2 États. Voilà, merci Henri. Désolé de vous couper. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique et que vous nous appeliez de Bruxelles. À très bientôt. À très bientôt donc. Dans l'actualité également, l'arrestation à Dubaï de 2 des frères Gupta, principaux suspects dans le vaste scandale de corruption qui a abouti à la chute de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, a fait l'effet d'un séisme en Afrique du Sud. L'annonce est tombée lundi soir via un communiqué du gouvernement sud-africain. Atul et Rajesh Gupta ont été arrêtés. La police de Dubaï, liant leur interpellation à des accusations criminelles et de blanchiment d'argent, a précisé que leur extradition doit être finalisée. La justice tente depuis des années de mettre la main sur la famille qui a acheté Jacob Zuma. Et donc, Jacob Zuma, avec des pots de vin, lors de ses 2 mandats à la tête du pays, officiellement, les 2 frères étaient recherchés par Interpol au sujet d'un contrat douteux de 1,5 million d'euros. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rejeté l'intégralité des recours introduits par les différents acteurs politiques, une décision qui confirme l'absence de suppléants sur la liste de la coalition au pouvoir et surtout le rejet de la principale liste d'opposition dirigée par Ousmane Sonko, une situation qui a conduit à des appels à manifester des différents camps. Pour une partie de la population, les hommes politiques devraient plus penser au peuple,
Reportage à Dakar de Sedina Bagué. Les images sont de Serigne Saliou Démé. L'appel à manifester de l'opposition pour le mercredi 8 juin et les contre-appels lancés par la coalition au pouvoir trouvent certes un écho favorable du côté de leurs militants. Cependant, certains citoyens estiment qu'à la situation sociale du pays et les récents problèmes sécuritaires ont montré que les politiciens ne s'intéressent pas tant aux problèmes des populations. Et je pense que pour ceux qui prétendent en tout cas être là pour la population, je pense que c'était le moment de montrer à la population que nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous protéger. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé, alors qu'il y a peu d'entre eux qui se sont prononcés, cela nous pousse à nous dire qu'ils ne s'intéressent pas de notre sécurité en fait, ça ne les préoccupe pas. Ces batailles entre adversaires politiques impliquent souvent des institutions. Pour certains citoyens, l'essentiel, c'est de ne pas affaiblir les fondements de la démocratie sénégalaise. Mais nous, en tant que Sénégalais, on sait que nous devons fortifier ces institutions-là, nous devons les renforcer. Parce que si nous affaiblissons ces institutions, demain ceux qui sont dans l'opposition pourront être au pouvoir. Et ils n'accepteront pas que l'opposition dise la même chose que ce qu'ils disaient au pouvoir en place. La difficulté de l'exercice consiste à tenir la balance égale entre l'obligation de l'État à garantir la sécurité des citoyens et la nécessité de respecter les exigences de l'État de droit. Ces propos tenus par le président du Conseil constitutionnel dans le quotidien national Le Soleil sont en déphasage avec les missions de l'institution, d'après certains experts. Le juge, son rôle, c'est de rappeler la loi applicable. Aujourd'hui, moi, j'attendais à un juge constitutionnel de nous dire que j'ai rappelé telle loi qui a été applicable et qui est toujours en vigueur. Mais si le juge se cache effectivement derrière cet équilibre social-là, derrière ce trouble à l'ordre public que le Conseil ne peut pas pallier, il essaie effectivement de pallier l'équilibre social. Mais il peut semer le désordre, il peut semer effectivement le trouble à l'ordre public sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de protestations, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout contents. Pour l'heure, la période préélectorale s'annonce tendue au Sénégal avec des positions très divergentes entre les acteurs politiques et les institutions chargées de réguler le processus électoral. Les tensions sont aussi palpables à l'image de l'Assemblée générale convoquée par l'opposition ce mercredi 8 juin 2022 à la place de la Nation. Seydina Bagué pour VOA Afrique, Dakar. À Dakar, où vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. Dans les nuls par ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de Kofi Olomide. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Les pays membres de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, se déclarent préoccupés par l'insuffisance de l'énergie électrique alors que la région est riche en ressources naturelles pouvant la produire. Les analystes estiment que certains défis doivent être relevés. D'abord pour développer conjointement la région. De Kigali, le récit de Jean Damascène Manichimier.
L'énergie électrique est dans bien de cas le moteur des diverses activités de développement. Cependant, la suffisance en énergie électrique reste un défi de taille dans les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale, une région pourtant riche en ressources énergétiques. C'est ce que déplore le secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale, Atadek Azarak Mougro. Notre région d'Afrique centrale est riche à tout point de vue, en potentiel hydroélectrique, ressources d'énergie renouvelable, etc. Mais malheureusement, dans certains pays, d'ailleurs je dirais dans la majorité de nos États, il y a encore des problèmes qui se posent sur le volet électricité. Pour preuve, dans beaucoup de capitales, il y a encore des délestages intempestifs. Le directeur général adjoint de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun, Daminou Tapamo Honoré, estime que les pays d'Afrique centrale doivent travailler de concert pour trouver une issue au problème de l'insuffisance de l'énergie électrique. La zone Afrique centrale est l'une des zones les moins connectées sur le plan électrique. Et la mise en place de cette connexion, qui est l'un des projets de l'Union africaine, nécessite que soit mis en place un régulateur. Parce qu'il s'agit là de réguler les échanges d'énergie entre plusieurs pays. Pour l'analyste politique économique Alexis Nizeimana, l'existence et la réussite des projets conjoints de développement en Afrique centrale exigent certains préalables. Il faut que cette communauté soit paisible, qu'il n'y ait pas des groupes armés qui peuvent même endommager de telles infrastructures une fois en place. L'autre défi à relever, je dirais, c'est la gouvernance. Il faut qu'il y ait une gouvernance bien orientée au bien-être de la population de chaque pays, mais aussi de l'ensemble des pays de la communauté. Réunis à Kigali la semaine dernière, les pays membres du pôle énergétique de l'Afrique centrale de la CEEAC se sont prononcés pour la mise en place effective de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale dans l'optique de trouver une issue à l'insuffisance de l'énergie électrique dans la sous-région. Jean Damascène Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali. Au Zimbabwe, des villageois déplacés il y a plus de 10 ans en raison d'une mine de diamants attendent toujours l'indemnisation qui leur a été promise et un logement décent. L'exploitation conjointe du gouvernement de Harare et de la Chine les a poussés à quitter leur terre. Pour en savoir plus sur la situation, Columbus Mavunga s'est rendu à Mutare, à l'est du Zimbabwe. Dili Diko raconte. Environ 1200 familles ont été déplacées pour faire place à l'extraction de diamants au Zimbabwe. Les compagnies de diamants leur ont construit des maisons qui, de loin, ont l'air convenables, mais Nixon Zihu, un déplacé de 81 ans, invite les gens à regarder de plus près avant de croire à cette façade. J'aimerais que l'un d'eux vienne passer une nuit dans ma maison pour qu'ils ressentent vraiment ce que je vis. Le simple fait d'expliquer ne suffit pas à leur faire comprendre, alors ils doivent venir dormir ici. La société minière chinoise Anjin Investments détient l'exploitation de diamants la plus lucrative de la région de Marange, à environ 400 km de Harare. Les responsables de la société Anjin disent être conscients des préoccupations des villageois déplacés. Notre société sœur, la Zimbabwe Consolidated Diamond Company, s'est engagée et a promis à réhabiliter et rénover ses maisons. Zimbabwe Consolidated Diamond Company est une société d'État qui a par la suite repris la plupart des opérations diamantifères. Outre le logement, les villageois déplacés se plaignent du manque d'eau potable et du fait qu'ils n'ont qu'un hectare de terre à leur disposition pour l'agriculture de subsistance. Une infime superficie en comparaison aux vastes étendues qu'ils ont laissées derrière eux à Marange. Le gouvernement zimbabwéen a répondu aux allégations, avançant qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses et invité les observateurs à venir voir les progrès qu'ils disent avoir faits
pour répondre à ces inquiétudes. Il y a d'énormes interventions qui ont eu lieu dans cette zone. Je pense que ce serait une bonne idée d'organiser une visite bientôt, lors de laquelle vous pourrez venir voir par vous-même une partie du bon travail qui s'y fait. En somme, du travail est en train d'être fait. Il y a eu des interruptions dues au Covid, elles ont affecté la production et les revenus de l'entreprise. Lorsque des journalistes ont visité la zone, il n'y avait aucune preuve de travaux en cours. Pendant ce temps, Nixon Zihu, le déplacé de 81 ans, continue d'inviter les responsables gouvernementaux à venir vivre ces misères. À présent, parlons de sport et plus précisément de football avec les matchs qualificatifs à la CAN 2023. Entre autres rencontres ce jour, le Burkina Faso a enchaîné une deuxième victoire dans ses éliminatoires face à l'Eswatini. Battu 3-1, la Zambie a pris le dessus sur les Comores 2-1. Mission compliquée pour le Rwanda qui affronte présentement le champion en titre, le Sénégal. Pour rappel, 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les 2 premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Du sport à la culture, allons-y. Après avoir été jugé et acquitté des accusations de viol et séquestration de la part de ces danseuses l'année dernière au tribunal français de Versailles, l'artiste musicien Koffi Olomide s'est dit être le premier militant du mouvement MeToo et avocat de la femme. Dans une interview exclusive accordée à VOA Afrique, le grand Mopao est aussi revenu sur les dernières tensions entre son pays, la RDC, et le Rwanda. Il était l'invité de Marius Muhunga ici à la VOA. Suivons un extrait de cette interview. Justement, ce qui se passe entre ton pays, la RDC et le Rwanda, la RDC qui accuse le Rwanda de soutenir les M23 pour déstabiliser l'Est de la RDC, des accusations que le Rwanda refute bien sûr. En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour amener la paix entre le Rwanda et le Congo pour ce conflit qui a duré plus de 20 ans? Moi, je ne suis que pour le dialogue. Je ne suis pas pour les tirs des canons, des bombardements. Non. Je suis vraiment contre ça. Je pense que le peuple congolais et rwandais n'ont pas besoin de ça. S'ils ont besoin un jour d'une délégation pour aller parler aux Rwandais, moi je pose ma candidature pour être dans cette délégation. Et tu leur dirais quoi? Je pense que, je ne sais pas te le dire ça, mais non. Mais parce qu'il y a la diplomatie. En tant qu'artiste, vous avez la liberté de dire ce que vous pensez par rapport aux politiques. Je ne sais pas ce que les Rwandais ont à gagner en tirant sur les Congolais, en procédant comme ça. Et si c'est avéré, moi je ne connais pas les fonds des dossiers, mais je martèle, je le répète, j'insiste sur le fait que moi, je suis contre le fait que notre pays ait des ennemis qui sont ses voisins directs. Je pense que ce n'est pas un bon principe. Je pense qu'il y a toujours moyen de se parler et de résoudre des problèmes. Pendant la captivité, l'emprisonnement de Mandela, avec des menaces, avec des machins, mais il n'y a eu que le dialogue qui a fait que Mandela soit libéré. Je pense que le dialogue souvent est plus puissant que les munitions, que les fusils. La question que je vais te poser maintenant, je me sentirai mal à l'aise si je ne la lis pas. Je risque d'être mal compris. Le monde continue à parler aujourd'hui du mouvement MeToo qui cherche à reconnaître le fait que pendant longtemps, les femmes ont vécu en silence l'harcèlement et les abus sexuels. Est-ce que l'expérience que tu as vécue t'a fait comprendre ce mouvement dans les sens dans lesquels ils sont en train de travailler? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta manière d'interagir avec des femmes dans ton entourage, toutefois en sachant que tu as été accusé par tes danseuses de viol et séquestration? Je rappelle ici que tu as été acquitté, donc ça veut dire innocenté. Est-ce que cette expérience, Koffi, t'a appris quelque chose de la façon à laquelle la femme doit être vue? Je suis le premier militant de ce mouvement. J'ai été accusé injustement. J'ai souffert pendant 15-16 ans. Et j'ai pu démontrer mon innocence, et mes avocats aussi, et j'ai été innocenté à Versailles. Point final, bonsoir.